Ok. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur notre chaîne Odol Consulting pour vous présenter des outils que nous utilisons au sein du cabinet et ou qui sont utilisés par nos clients qui évoluent dans le secteur du Web3. Et aujourd'hui, nous recevons Christophe, qui est responsable des partenariats dans la société Request Finance. Comment vas-tu, Christophe? Je vais très bien, merci beaucoup, Hussein. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation. L'objectif, on en discutait tout à l'heure un peu en off de cette interview, est d'échanger en fait sur qui tu es, la présentation de Request que vous avez développée avec les différents fondateurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui facilite entre autres la facturation, mais pas que des cryptos, en fait des transactions crypto. Et l'objectif en fait aussi de cette interview et surtout de notre chaîne est d'onboarder un maximum de professionnels du chiffre, des comptables, des experts comptables, des DAF dans cet écosystème qui est de plus en plus florissant. Donc, sans plus attendre, Christophe, si tu peux te présenter en quelques mots et quel est ton parcours avant de devenir du coup responsable de partenariat au sein de Request. Ouais. Alors bonjour à tous. Donc Christophe, moi je suis dans l'industrie depuis 2018 et les fondateurs de Request étaient des collègues à moi dans un cabinet de consulting en Suisse où j'étais directeur du corporate développement et les autres fondateurs de Request, eux, étaient plutôt à la direction financière. Ils sont partis avant moi pour monter une start-up où à l'origine, je ne comprenais pas vraiment ce qu'ils faisaient. Ils m'ont dit oui, c'est sur le Bitcoin, je ne comprenais pas tout. Et puis, ils ont monté leur start-up. Elle a été incubée dans plusieurs incubateurs en Europe pour finir au Y Combinator en Californie en 2017. Et cette société qui faisait à l'origine de la rémittance de paiement sur la technologie Bitcoin est en fait devenue Request pendant son incubation au Y Combinator en Californie, ce fameux incubateur d'où sortent toutes les plus grandes startups. Et puis, ils font une levée de fonds en 2017 et se retrouvent avec tout un paquet d'argent fin 2017. Et moi, j'étais en congé sabbatique, papa de jumeaux en congé parental. Et ils m'appellent, ils me disent, bon, bah, tu as toujours dit que tu nous aiderais sur notre projet quand on se lancerait. Donc là, on vient de finaliser une levée de fonds. Quand est-ce que tu peux venir à Singapour? Et parce que l'équipe était à Singapour à ce moment-là. Et je leur ai dit en blaguant, bah, demain. Et en fait, 20 minutes après, pour la petite histoire, j'avais j'avais des billets d'avion dans ma boîte mail D'accord. pour un vol pour le lendemain. Et j'ai atterri à Singapour le lendemain soir et on a commencé un jeudi soir à 20h l'atelier Mission, Vision, Valeur de Request. Ok. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et c'était en quelle année déjà, du coup, Ça, tu disais? c'était janvier ou février 2018. D'accord, ok, ça marche. Ouais, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer, du coup, il s'appelle aussi Christophe, le Exact, CEO, et aussi Jean-Baptiste, il y a l'année dernière, quand il a pris le poste de CFO. Et exact. surtout que l'année dernière, en plus, j'avais rejoint le club CFO Web3 le club CFO Web3 que tu présenteras, tu nous en parleras un peu tout à l'heure avec Oumar qui fait un excellent job aussi et qui a un Exact. podcast justement sur la partie compta crypto, mais pour les internationaux. Donc oui, je ne savais pas que tu avais rejoint l'aventure très très tôt de ce Alors, côté-là. Et du coup, au final, ouais, c'est un peu le professionnel qui t'a ramené là. Mais c'est quoi ton rabbit hole à toi? Comment tu es rentré sur la partie Web3? Donc, de ce que j'ai alors, je suis compris, c'est... rentré pour le côté sulfureux de 2017 des ICO. Voilà. Je suis rentré sur les ICO en 2017 et puis c'est ce qui m'a fait plonger dedans. Et quand 3 mois après, mes collègues m'ont appelé en disant on a un projet dans la blockchain qui vient de lever des fonds, on fait partie des projets cool du moment, des plus grosses ICO de 2017, Ouais. allons-y gaiement. J'ai pas hésité 2 secondes. Ça, c'est pour le côté Request. Donc, c'était la fondation Request Network à l'origine, qui est, elle, incorporée en Suisse. Fondation qui a pour mission
de documenter toutes les transactions de la blockchain via un protocole de facturation. Donc, c'est plutôt construire un réseau de factures et de données financières. Et il manquait un applicatif sur ce réseau. D'ailleurs, à l'époque, j'ai été siégé même à la Banque Centrale Européenne dans la commission CEPA, dans des endroits où j'aurais jamais dû me retrouver via l'Association européenne des professionnels de la facturation électronique, que moi Ok. je représentais cet asso à la commission CEPA. Et il n'y avait que des gens en costume, je comprenais à l'époque pas grand-chose, et puis je comprenais surtout pas ce qu'une entreprise du Web3 venait faire au milieu des banquiers. D'accord. Et puis, le tout s'est délayé un peu. On a créé une société opérationnelle donc, qui est Request Finance, donc l'interface que tout le monde connaît aujourd'hui, en 2020. Donc, on a tous cofondé Request Finance en 2020 pour justement avoir cette interface de facturation pragmatique, un logiciel accessible au plus grand nombre, plutôt que de demander aux personnes d'interagir avec un protocole ultra technique que personne ne comprenait. On a tous cofondé justement une solution plus facile pour les utilisateurs. Et du coup, si tu peux donner quelques chiffres concernant Request, aujourd'hui, il y a une entité, il y a un protocole en Suisse, Ouais. le CEO, il est en Asie, il y a une équipe en France. Alors, Si tu peux donner quelques chiffres bah, en termes de salariés, en termes de fonds gérés, voilà, ok. quelques insights pour ceux qui connaissent pas du tout Request. Donc Request en quelques chiffres, c'est une entreprise qui a connu son premier client fin 2020. On a commencé avec un client connu de l'industrie du Web3 qui s'appelle MakerDAO, Voilà. pour qui on a commencé à processer quelques factures pour tout ce qui était distribution de grants à la communauté et de salaires. Donc ça, c'est les quelques... Et on a commencé 2021 avec quelques milliers d'euros. Et aujourd'hui, donc 3 ans après, 2024, on est à 700 millions d'euros de processés. On a fait l'onboarding de plus de 3500 personnes et entreprises. Et D'accord. puis, on compte en termes de clients actifs environ 150 entreprises actives de l'industrie, dont les plus grands noms de l'industrie, type AV, Maker, The Graph, Sandbox, OneInch, les gros protocoles que tout le monde connaît. Ok. Ces gens-là nous utilisent. En termes de taille d'entreprise, Request aujourd'hui, c'est une entreprise qui compte une trentaine de personnes réparties partout dans le monde, j'ai envie de dire, essentiellement en Europe et en Asie, et puis quelques électrons libres dans la zone Amérique. Ok, et moi j'ai quelques clients qui utilisent Request et même des partenaires autour de moi qui utilisent, on en discutait encore la semaine dernière avec un grand acteur que j'ai eu l'occasion de t'introduire. Aujourd'hui, tu as quelques métriques côté français. Je veux dire, les boîtes du Web3, c'est quoi un peu le profil français des utilisateurs de Request en fait? Donc, Ouais. j'imagine du gros Web3 native tout de même, mais est-ce que aujourd'hui, si, en fait, ma question indirectement, bah, déjà de savoir, est-ce qu'il y a de nombreuses sociétés françaises Web3 qui utilisent vos services? Et aussi, moi, si demain, j'ai une boîte traditionnelle qui veut commencer à accepter des paiements en crypto, est-ce que bah, elle peut se dire, bah, tiens, je viens sur Request parce que bah, elle me permet de faciliter certaines tâches qu'on abordera bien sûr tout à l'heure en fait. Alors, on a des collaborations. Alors, on a des clients français, type des plus petites entreprises, type Morpho, mais plutôt bien connues. On a des entreprises comme Paraswap, que tout le monde connaît en France. Puis après, on a des entreprises, alors plus connues dans les NFT. On a travaillé un peu aussi avec Ariani. Ok. Euh, C'est quand même des gros noms du Web3 en France, hein. Bon, à l'échelle mondiale, elles sont peut-être petites vis-à-vis des noms que tu as cités tout à l'heure, mais que ce soit Ariani ou Morpho, bon, Morpho, c'est pour ceux qui ne connaissent pas,
plus de 20 millions, je crois, de levée de fonds, la plus grosse levée pour un étudiant, enfin un des étudiants qui est Paul, Ouais. qui a lancé ça et qui font du landing sur le protocole AV, enfin au-dessus du protocole AV et Compound. Voilà. Après, on a des plus grosses entreprises en France, type Flowdesk, en market making, là, qui utilisent Request. Voilà. Donc, on a envie de dire plus des startups à la Morpho et des Flowdesk en grosses machines. Mm. Après, paradoxalement, Request est plus connu à l'international qu'en France, Ouais. même si l'entreprise elle est incorporée en France, hein. Ouais. Euh, on n'est pas associé encore à l'écosystème français, donc on fait partie de l'écosystème et du réseau, enfin, on n'a aucun doute là-dessus, mais on ne fait pas partie de l'écosystème parisien. Mm. Et je pense qu'aujourd'hui, on est méconnu de la population, on va dire, française, parce qu'en fait, aujourd'hui, le centre de la communication et du réseautage français se fait essentiellement à Paris. Oui. Et nous, comme nous, on est peu présents à Paris, je pense qu'on souffre un peu de ça. Il y a de plus en plus de boîtes. J'ai l'occasion d'avoir justement des clients un peu partout en France. Il y a énormément d'initiatives qui se lancent Ouais, aussi un peu partout en dehors de Paris. Ça, c'est la première chose. Et après, moi, ne serait-ce de toute façon, tu nous montreras l'interface tout à l'heure. En fait, vous avez un vrai positionnement qui est surtout international. exact. C'est pas, enfin, même si la boîte est française, vous ne ciblez pas forcément directement les Français. C'est bien d'en avoir, mais je veux dire, c'est pas en soi la cible principale. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai comme ressenti. Et je vois aussi côté, par exemple, d'autres acteurs qui font de la compta crypto pure et dure, qui ont ce même positionnement que vous, en fait. Et aujourd'hui, bah, justement, on est content d'avoir ce type de solution, même si voilà, certains ne sont pas encore forcément à l'aise avec l'anglais, forcément à l'aise avec les cryptos, mais on est content d'avoir des acteurs français derrière qui proposent ce type de solution. Voilà. Alors après, le logiciel, il est fait pour le plus grand nombre, Mm. compatible avec toutes les juridictions qui existent, toutes les géographies. Et puis ensuite, les exports qui sont faits via la solution comptable sont compatibles avec toutes les normes locales et compatibles avec tous les logiciels comptables locaux. Donc ça, c'est quand même important. Voilà. On verra ça tout à l'heure pendant la démo. Mais on a vraiment créé un pont entre la technicité des transactions blockchain et puis la compréhension d'un être humain qui doit le rentrer dans un logiciel comptable. On a Voilà. vraiment fait le pont entre ces deux concepts-là. Je te laisse bah, du coup la main pour présenter l'outil en fait, Ouais. pour qu'on puisse en savoir, enfin pour que ceux qui nous regardent puissent en savoir davantage de A à Z tout ce que Request propose et comment bah, elle peut faciliter le travail à la fois du client mais aussi bah, du comptable pour réconcilier un certain nombre d'éléments de notre côté. Voilà. Alors, vous voyez ici, j'ai volontairement partagé mon écran en deux. Il y a un écran vert sur la face avant et un écran noir derrière. C'est exactement la même interface. La seule différence, c'est que je vais utiliser l'un et l'autre en tant qu'émetteur et l'autre en tant que payeur. Donc, aujourd'hui, vous voyez ici, donc je suis dans la partie facturation et j'ai directement une vue globale sur toutes mes factures émises, leur statut de paiement, donc il y en a beaucoup qui sont en attente de paiement, les jaunes, et puis vous avez ici les méthodes de paiement. Donc la première spécificité de Request, c'est que j'ai fait des factures, par exemple ici, de 24 euros payables par virement bancaire. Et puis ensuite, j'ai fait des factures de 50 euros et 20 euros payables dans différentes monnaies sur différents réseaux de paiement, donc différentes blockchains. Donc ça, c'est pour l'idée. Quand on parlait tout à l'heure d'abstraire la complexité du Web3 et de retrouver une interface utilisateur simple, ici, quand je crée une facture, je retrouve un formulaire de facturation, tout ce qui est de plus visuel, avec en haut mes informations d'entreprise à moi. Alors, moi, je n'ai pas mis de numéro de TVA, mais bien sûr, dans les paramètres, on peut ajouter numéro de TVA et
tout ce qu'il faut, en fait, tout ce qui est Ah, nécessaire dans chacune des géographies. Donc, mais et pour la justement, première, on peut en quelque sorte le personnaliser exactement. si besoin, parce que c'est très connu en France, on a énormément de mentions obligatoires à respecter, donc c'est quelque chose qui est complètement paramétrable de votre côté. Voilà. Donc ici, moi, typiquement, je peux rajouter ici TVA et je peux rajouter mon numéro de TVA ici, par exemple. D'accord? Ok. Les mentions légales, pareil, je peux les rajouter ici dans un champ qui s'appelle mémo et Hmm. les avoir par défaut partout. Donc je reviens, je choisis un de mes clients, donc je choisis parmi la liste des clients. Alors ici, je choisis la monnaie dans laquelle je fais ma comptabilité. Donc moi, ma compta est en France, donc je choisis euro. Bien sûr, je peux faire ma compta dans toutes les monnaies du monde, mais on va faire simple. Et ici, on passe à la méthode de paiement. Donc pour cette facture, première facture, j'aimerais me faire payer en euros. Et donc là, j'ai deux types de méthodes de paiement, soit virement bancaire, auquel cas je peux rajouter pardon, ici les coordonnées bancaires de ma banque afin de recevoir les fonds, ou je peux spécifier un compte Stripe si j'en ai un pour permettre à mes clients de payer en carte bleue. Donc jusqu'ici, rien d'extraordinaire. C'est tout ce que fait un logiciel de facturation normal. Maintenant, la magie opère sur le côté hybride de Request, où en méthode de paiement, j'aimerais avoir utilisé des cryptos. Donc là, ça devient un peu plus complexe, mais je vais essayer de rester simple. On choisit d'abord un réseau de paiement. Donc les plus connus, c'est Ethereum, Polygon. Il y a toute une liste de réseaux de paiement, donc ce qu'on appelle les blockchains. Donc moi, je vais choisir Polygon, par exemple, qui est assez efficace en termes de coût. Et puis ensuite, dans quelle monnaie digitale j'ai envie de me faire payer. Donc là, on voit ici, bah, voilà, il y a du Angle, typiquement. Angle, c'est un de nos partenaires aussi, Pablo, en France. Hmm. Euh, j'ai aussi des banana tokens pour montrer aussi l'absurdité de la chose. J'ai des tokens plus sérieux et moins sérieux. Hmm. Euh, et là, par exemple, j'ai l'euro I de Monerium, bien connu en Europe, du Fuse et du Gelato, des tokens natifs de projets type The Graph, le GRT, qui est assez connu comme En, projet, en- ou en- Mana ici, Decentraland. en fait, vous avez des crypto-monnaies volatiles, des stablecoins euros Exact. ou En dollars. fait, Et j'aimerais juste préciser quelque chose. Du coup, Christophe, ici, on est bien d'accord que la facture, elle, moi, je suis français, une société française. Je fais la facture en euros, mais là, ce que tu es en train de montrer, c'est bien la partie paiement. Et donc, exact. c'est le choix du paiement qui va être fait dans une autre monnaie que l'euro. Voilà. Exact. Donc là, par exemple, un de nos clients de partenaires historiques, c'est Sandbox. Mm. Donc, je fais une facture en euros payable dans leur monnaie native. D'accord? J'ai envie de me faire payer sur un compte type Ledger Entreprise. OK, pas de problème. On peut mettre n'importe quelle adresse de portefeuille. Et puis ici, je vais marquer Hodl Sand Payment. OK, pour, je sais pas moi, 2 euros. J'envoie la facture. La facture là, elle est émise sur la blockchain, c'est très important. Donc, elle est bien sûr la blockchain, c'est un registre public, publiquement Mm. accessible. Néanmoins, les factures sont encryptées. Donc, seuls l'émetteur et le receveur ont accès. Ok. Les... Donc, c'est publiquement accessible, mais c'est néanmoins encrypté. Donc, ici, vous voyez, alors, la première ligne, c'est une facture de 2 euros payable dans un token volatile, le Sand token. J'ai une deuxième facture en attente de 20 euros payable en USDT ici, donc en dollars stable. Et puis, j'ai une facture de 50 euros ici qui a été payée récemment. Et puis, j'ai 24 euros ici qui sont en attente de paiement par banque transfert. Donc ça, c'est pour le côté émetteur. Maintenant, de l'autre côté du miroir, à l'autre bout du monde, qu'est-ce qui se passe? Je D'abord, revis. vas-y. Je me permets, Christophe, juste, est-ce qu'on a la possibilité de faire sur cette facture de manière quasi instantanée ou je sais pas, un avoir sur cette facture en partant de cette facture ou un duplicata si on Ah oui, a bien sûr. voilà, c'est quelque chose Donc, peut-être que tu as prévu mais voilà, je sais pas si comme tu passais de alors, l'autre côté, je voulais ouais.
ici, on a une facture qui a été émise de 20 euros, bah, justement pour Rodel Consulting. Mm. Donc, ce que je vais faire, c'est que si j'ai jamais une deuxième facture à émettre à Rodel Consulting, je peux alors faire une note de crédit, mais je vais d'abord la dupliquer ici. Ok. Je duplique la facture, je change le montant, je garde les mêmes paramètres et je peux envoyer. Donc, c'est ici, j'ai juste à changer le montant et Odell Consulting va recevoir la facture dans quelques minutes. Ok. Donc, ça, c'est pour le cas d'usage émission de facture. Voilà. Je vais sur Invoicing, je vais remettre cet écran-là. Donc, ça, c'est dans une partie du monde, l'écran d'un émetteur. De l'autre côté du miroir, qu'est-ce qui se passe? Je vais rafraîchir ça. Donc là, c'est moi maintenant en tant que fournisseur, Exactement. enfin, Donc pardon, en tant là, que client qui reçoit la facture. Ok. alors, c'est écrit en anglais parce que nécessairement le message a une dimension internationale, mais Mm. normalement, ça devrait être à la portée de tous les Français. Vous avez reçu une facture de l'entreprise Pied Piper pour 2 euros pour Odell Consulting, paiement en sonde. Je dis, tiens, qu'est-ce que c'est? Je clique sur visualiser cette facture. Et là, j'arrive directement sur mon tableau de bord. Et là, la magie opère parce que dans le monde des paiements Web3, la première chose qu'une personne va faire quand elle va recevoir ça, c'est 2 euros. Je dois 2 euros à Houssen. Comment? Et je dois lui payer dans cette monnaie volatile. Donc, tout le monde va aller sur Google, n'importe quel site, en tapant combien vaut 2 euros dans cette monnaie-là, Mm. Sandbox. Une fois que vous aurez trouvé ce montant, donc on peut le faire, hein, 2 euros en Sand, Sand token. Donc là, ça va sortir 4,47 Sand, des chiffres un peu. Et puis, on va tomber directement sur CoinGecko ou CoinMarketCap pour avoir le cours de cette monnaie. Donc voilà, là, on a le cours instantané de cette monnaie. C'est pas hyper pratique parce que, comme on vit dans une industrie hyper volatile, le temps que vous reveniez sur votre facture qui est là, que vous tapiez dans un portefeuille quel qu'il soit le montant à saisir, ce sera déjà obsolète. Donc, ce que fait Request, c'est on clique sur Pay, on choisit un des portefeuilles du marché euh, avec lequel on aimerait payer, sachant que Request reconnaît les portefeuilles qui sont installés sur votre ordinateur. Ça veut dire que moi, MetaMask et Ronin, là, ou Coinbase, ou Safe, ou Ledger d'ailleurs, sont des portefeuilles installés sur mon ordi. Donc, je vais choisir l'un d'entre eux pour effectuer le paiement. Donc, Donc je vais là, en choisir fait, celui. c'est l'ensemble des portefeuilles d'actifs numériques. Exact. Je précise, et justement, en fait, c'est une façon de signer au même titre qu'on accède à notre compte bancaire pour signer une transaction et faire un paiement. Là, on accède via cette typologie de portefeuille dans MetaMask qui est très connu et il y en a plein d'autres. Et Et après, en Ledger fonction en France, aussi, ultra connu. Ouais. c'est ça, exactement. Donc, je clique ici sur MetaMask. OK. Et là, ça me donne directement le taux de change au moment du paiement et ça ancre ce taux de change jusqu'au moment où je paye. Donc, je ne vais pas attendre 2 heures pour le faire, mais je clique sur Paye. Et là, vous allez voir l'instantanéité des transactions. En un clic et une signature, voilà. En 2 clics, je viens de faire un paiement blockchain. C'est pas plus compliqué que ça. Et Christophe, du coup, moi, si j'ai un fournisseur qui m'envoie une facture utilisant la solution Request, mais que j'ai pas un compte Request, comment ça se passe? Est-ce que j'ai accès à l'interface que tu viens de montrer et du coup, en fait, c'est de cette manière que la facture, elle s'ouvre et du coup, je fais un paiement ou je dois obligatoirement créer un compte, faire les paramétrages nécessaires, etc. Si ton fournisseur n'utilise pas Request pour émettre des factures? Par exemple, moi, je reçois de ta part une facture pour payer une prestation. Mais Oui, j'ai pas il un compte s'appelle. request. OK. Donc, les payeurs payent en tant qu'invités. Donc, personne n'a besoin d'un compte request de sign up à la technologie pardon, pour payer, c'est important. Et pour les factures qui ne seraient pas émises via request, parce que toutes les entreprises demain, si tu travailles avec Airbus n'utilise pas request pour émettre ses factures, ou pas encore. Donc, euh,
tu peux importer la facture de Airbus dans Request de façon à pouvoir la régler en crypto ou en euros. Ça, c'est hyper important. Donc, ici, la magie a opéré, donc le paiement est passé. Donc, vous voyez que de part et d'autre du monde, ici, la facture en sand token, donc j'ai bien 2 euros payés en sand token et statut payé. Ici, j'ai bien le petit statut payé aussi. Le règlement s'est fait pour 4,16508 sand, on le voit en bas. Maintenant, la vraie question, c'est pour le rôle comptable de la chose ou pour le côté audit, voire même pour le régulateur de votre pays. La vraie question, c'est, on va aller voir quand même la preuve de paiement pour les puristes qui voudraient voir derrière la preuve de paiement. Donc, elle est bien là, la preuve de paiement. Maintenant, la réelle question pour les directeurs financiers qui vont regarder, on va dire, cet épisode, c'est est-ce que vous voulez faire votre comptabilité avec ça ou toutes les lignes? Donc, on voit bien hein, qu'il y a une transaction en sand token en haut. Sauf que si je clique là-dessus, c'est pas hyper parlant. C'est pas vraiment possible de décrypter ce que c'est. Ou Ok. alors, donc soit on fait la compta avec ce genre de ligne, où on ne comprend pas forcément ce qu'il y a derrière, mais on sait quand même qu'il y a un peu de sand, on peut faire une estimation, ou alors on fait ça avec ça. Et là, vous avez le même nombre de lignes, sauf que ligne à ligne, tout est cliquable. Ici, vous savez qu'il y a eu 50 euros de payés pour Odell Consulting Service XYZ, pour équivalent 54 dollars digitaux. Et si je reviens en arrière, la facture d'avant, 2 euros dans cette monnaie, le 100 de token. Donc normalement, à ce moment-là, ça fait assez mouche. Les directeurs financiers ont tendance à dire bah, moi, j'aime bien le truc que je peux lire. Sachant que c'est plus facile de rentrer, on va dire, une facture dans un système comptable qu'un transaction hash, on en parlera après. Et puis surtout, pour l'auditeur qui audite les comptes, pour le régulateur et pour, on va dire, toutes les autorités, c'est quand même plus simple d'avoir quelque chose que le commun des mortels peut lire. Ça contribue, on va dire, à l'acceptation de ce genre de business. Donc c'est pour cette raison qu'on dit toujours que Request contribue à l'adoption des transactions du Web3, parce qu'en fait, on met le décodeur pour tout le commun des mortels qui voudrait savoir à quoi ça correspond. D'accord. Ok. C'est vrai que cet aspect-là est très très pratique. Surtout, bah, une de nos difficultés, c'est de récupérer quasi en instantané le prix de la transaction en euros, peu importe le business ou les cryptos utilisés. Nous, dans tous les cas, on sort un bilan, on fait la compta en euros pour les sociétés Voilà. françaises. Il nous faut ces informations-là. Et si on les a en accès en lecture directe, bah, c'est beaucoup plus facile pour nous de manipuler. Après, il y a toujours sur l'aspect, à la fin de l'année, il y a quand même le wallet en question à gérer. Il y a une compta spécifique pour ça. Il y a toute une Alors ça, on va partie en parler dessus après. Ouais. revalorisation, mais c'est vrai que bah, c'est pas forcément l'objet de cette vidéo. Et d'ailleurs, j'en profite, il y aura une vidéo avec un invité sur justement la présentation de la lecture en fait d'une blockchain explorer dans les Ok. prochaines semaines. Voilà. Donc, l'idée maintenant, dernière chose que je vais vous montrer, c'est que toutes les entreprises du Web3 n'ont pas forcément de compte bancaire. Hop, je vais sur paiement. Alors, ici, par exemple, j'ai une facture de celle-ci. J'ai une facture de 480 euros qui a été importée depuis un logiciel qui a été créé depuis un logiciel extérieur, donc disons Penny Lane ou quoi que ce soit. Et cette transaction a été importée dans Request de façon à être payée depuis Request. Pourquoi? Parce que quand on clique sur Pay, on peut exécuter le paiement alors à monsieur Stosinski à son IBAN en Pologne, aucun souci. Mais la magie aussi opère dans le fait qu'on peut exécuter le paiement en utilisant des cryptos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, à l'instant où je vous parle, je clique sur Pay, ça va décaisser 525 USDC, donc digital dollar,
de mon portefeuille qui est sur mon ordinateur. Et ce monsieur Stosinski va recevoir 480 € en virement SEPA instantané dans les prochaines minutes sur son compte bancaire. À la fin de la journée, ce que ça résout comme problème pour les entreprises du Web3 qui n'ont pas de compte bancaire, c'est qu'en fait, ils n'en ont pas besoin. Parce que toutes les factures qui sont supposées payer dans une monnaie fiduciaire, euro, dollar ou dollar canadien, sont en fait payables soit en monnaie fiduciaire, par virement bancaire, soit directement depuis un portefeuille, de la même manière que je vous ai montré le paiement précédent. La Non, seule, effectivement. c'est que Request gère le côté sortie du monde crypto pour exécuter un paiement fiduciaire. Juste pour ceux qui nous écoutent, une précision par rapport à justement cette dimension internationale et les spécificités françaises. En fait, effectivement, une des problématiques que rencontrent les boîtes au niveau mondial et surtout aussi en France de par la régulatory assez contraignante, c'est justement des challenges en matière d'ouverture de compte bancaire. Ceci Exact. dit, pour qu'une boîte française puisse être immatriculée, il faut absolument qu'elle ait un compte bancaire. Donc, elle passera quand même, même si ce ne sera pas son mode de paiement, à un moment donné, il faut qu'elle passe quand même par l'ouverture d'un compte bancaire en France pour une banque qui l'accepterait. Pour justement se faire immatriculer, il y a un vrai challenge dessus. Et j'espère que à l'avenir, ce genre de solution derrière viendra résoudre cette problématique. Et surtout que là, tu vas nous parler d'une feature qui va intéresser beaucoup de personnes. En tout cas, surtout dans mon réseau proche, j'ai quasi tous les jours cette question du crypto to fiat. Donc, Ouais, je te laisse la main dessus. Et ça, pour le coup, c'est une vraie facilitation pour ceux qui hésitent encore à faire le pas du est-ce que j'accepte les cryptos, est-ce que c'est compliqué, là tu vas nous montrer en quelques clics à quel point c'est facile, tant en termes de mise en place d'établissement de factures que de la gestion de paiement derrière. Voilà. exact. Donc là, aujourd'hui, si je reviens sur mon compte, donc ici, on peut bien exécuter un paiement. Alors, avec Request, on peut émettre des factures afin de collecter des monnaies fiat ou des monnaies crypto. Et du côté payeur, on peut payer de manière indifférenciée en fiat ou en crypto de notre choix. C'est pour ça que j'ai qualifié Request de modèle hybride tout à l'heure. Hmm. On a commencé notre carrière dans le monde pur Web3 à faire des paiements avec des monnaies comme le banana token. J'aime bien dire des monnaies de singe parce que c'est souvent ce à quoi on nous associe. Donc le Ouais. banana s'y prête bien. Mais aujourd'hui, il y a quand même des monnaies beaucoup plus sérieuses. Sur les 700 millions de dollars qu'on a processés, je pense qu'il y a au moins 500 millions de dollars qui se sont faits en euros digitaux ou en dollars digitaux. Donc en fait, les gens utilisent la blockchain non pas pour les monnaies un peu rigolotes, ils utilisent la blockchain pour son efficacité en termes de rails de paiement, tout en gardant la sécurité d'une monnaie qui est adossée à une monnaie Et coutumière, encore égal. Ouais. euro ou dollar. Exact. Hmm. Euh, je montre une dernière chose. Paiement direct. Paiement direct, c'est typiquement une façon de préparer en téléchargeant un Excel ou en important un Excel ici. On peut importer un Excel qui prépare un batch de paiement de jusqu'à 200 paiements. Ok. Et par exemple, on peut dire telle personne, tel nom, à telle adresse doit recevoir, alors ici, du BSGG token, par exemple. Hmm. Telle personne doit recevoir de l'USDC, du DAI, de l'USDT, plein de choses. Et en batch payment, chez Request, on peut payer des centaines de factures en un clic pour ce qui est de la distribution de tokens. C'est très important parce que direct payment, c'est aussi pour les entreprises qui veulent pousser des paiements à leur communauté. Je ne parle pas d'un airdrop, hein, quoique ça pourrait s'y prêter, mais on peut aussi pousser des paiements à des salariés dans le cadre de payroll,
vous préparez la liste des paiements que vous devez exécuter à tous les salariés partout dans le monde. Et typiquement, donc en France, les Français vont mettre un IBAN pour recevoir leur salaire. Mais typiquement, mes salariés argentins, moi aujourd'hui, ils n'ont pas du tout envie de recevoir du pesos argentin parce que le gouvernement leur envole la moitié ou du dollar. Donc en fait, eux spécifient plutôt une adresse de portefeuille, digital dollar, qui vendent localement contre de l'argentinienne pesos. Et donc je peux préparer tout ce batch de paiement pour préparer des déboursements partout dans le monde. Et en un clic, je peux faire jusqu'à 200 paiements. Donc c'est assez efficace. Et une fois que c'est payé, pardon, hop, paid, ici vous avez un reçu de transaction qui ressemble à, alors ça c'est une facture, pardon, direct payment, paid. Là j'ai payé, voilà, typiquement, j'ai un reçu, alors j'ai pas de destinateur sur celui-là, c'est dommage. Ici, j'ai envoyé, David Fernandez a envoyé 30 centimes de dollars en USDT. Alors ça devait être un test. Mais on peut spécifier un destinataire, une raison et tout. Donc c'est toujours la possibilité de le faire. Dernier sujet que je voulais aborder, on a deux intégrations, enfin on a une intégration majeure en cours, c'est celle dans Ledger Enterprise. C'est pas encore sorti dans, dans la presse, mais c'est hyper important parce qu'on va offrir à nos clients la possibilité d'exécuter ou d'interagir avec tous ces paiements depuis le portefeuille, on va dire, enfin un des portefeuilles les plus safe qui est Ledger Entreprise. Et donc toutes les entreprises institutionnelles qui travaillent avec Ledger vont pouvoir bénéficier de cette technologie de paiement directement dans Ledger. Donc ça c'est hyper important. Et la deuxième chose que je voulais vous partager, c'est que Request est en train d'intégrer un logiciel de comptabilité, alors de pré-comptabilité. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas lancer un logiciel type Xero, QuickBooks ou Penny Lane, ce n'est pas du tout l'enjeu. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre de labelliser euh, toutes les transactions d'un portefeuille. Alors, celles qui viennent de Request, c'est assez évident, on va les labelliser Request par défaut. Mais on va pouvoir labelliser toutes les transactions de ce portefeuille en fonction de la charte comptable euh, du client, de façon à pouvoir exporter toutes ces transactions crypto vers un logiciel comptable traditionnel. Donc ça, c'est un atout majeur parce que les utilisateurs de Request pourront bénéficier d'une solution custody type Ledger Entreprise s'ils veulent. Ils peuvent exécuter tous leurs paiements du quotidien et ils pourront préparer leur comptabilité de façon à donner à Odell Consulting toutes les données pour préparer tous les documents comptables. En fait, ça va être un outil de pré-comptabilité qui permettra Exact. justement de labelliser et d'automatiser un peu à la fois la collecte des données et aussi justement de matcher et concilier avec des comptes comptables des transactions pour que nous, derrière, ça puisse sortir en quelque sorte un fake, donc un fichier des écritures comptables, et Exact. qu'on puisse tout de suite le plugger sur nos outils de comptabilité. Euh, on va pas forcément aborder, je vois, tu vois, quand on regarde dans ton dashboard, on a vu la partie invoicing, c'est assez clair, la partie payment. Payroll et expenses, effectivement, c'est justement de par votre positionnement international qui est une des features très, très intéressantes, mais très, très peu applicable en France parce que très compliqué de payer des salariés ou alors des notes de frais en France. Et il y en a une. Après, je ne sais pas si tu veux prendre quelques secondes pour nous présenter ça. Et moi, je voulais également voir, parce que je voyais l'autre feature, c'était Invoice Me. Si tu pouvais Oui. également venir dessus aussi, Christophe. Alors, pour le côté payroll, en France, on ne crée pas de bulletin de paye chez Request. Par contre, on permet le paiement des salaires. Et alors, le paiement des salaires, forcément, en crypto, ne s'applique pas du tout en France. Mm. Néanmoins, une entreprise qui aurait de la trésorerie en crypto et qui voudrait payer des salaires pour que Houssen et Christophe touchent leur salaire en euros sur leur compte bancaire français,
ben, ils peuvent bénéficier aussi pour le côté salaire de la technologie crypto to fiat, OK. où on permet, on va dire, ce côté sortie du monde crypto vers le monde bancaire. Ça, c'est un. Et alors, le critère Invoice Me que tu évoquais, c'est celui-là. C'est quand on est une entreprise du Web3, bah, typiquement, là, j'en ai un qui est fait pour Sandbox. Ici, quand vous utilisez le côté vert de la feuille, hop, voilà, quelqu'un qui émet une facture, il a le choix de vous facturer dans plus de 250 ou 300 monnaies. Donc, Mmh. il suffit que la monnaie soit, la facture soit envoyée et que la personne ait envoyé une mauvaise monnaie pour se faire payer. Donc, toi, par exemple, tu n'as pas envie de payer quelqu'un en banana token. Il va falloir faire une note de crédit, annuler la facture. Donc, beaucoup d'opérations. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut limiter ici, restreindre les monnaies qu'on accepte. Donc, j'accepte des factures à hauteur de 1 000 euros. Ça sert à rien de me faire des factures de 100 000 euros, ça ne passera pas. Mmh. Et j'accepte en méthode de paiement que les gens me réclament de l'Ethereum, par exemple, du DAI, et puis voilà. En gros, on peut choisir ce qu'on veut. OK. Une fois que cette sélection est sauvée, je copie ce lien et je dis bonjour mon cher fournisseur, désormais j'utilise Request pour effectuer tous mes paiements. Merci de cliquer sur ce lien pour émettre vos factures. Quand il clique sur ce lien, hop, ok, je vais sur mon tableau de bord, je recommence. Non, ok, c'est peut-être parce que je ne suis pas sur le bon compte. Ok, je vais en faire un autre. Et en fait, ce que ça permet de faire, c'est d'automatiser directement le champ du destinataire. Donc en fait, cette personne va directement adresser une facture où le destinataire, c'est moi, ça me connaît tout de suite. Et puis, les monnaies qui sont ici, elles sont déjà limitées. Je ne peux plus émettre une facture dans n'importe quelle monnaie. C'est un peu OK. l'idée de, c'est un D'invoicing. peu l'idée de ce que fait la caractéristique, OK. la Ça feature. marche. Je voulais justement aborder aussi un peu les features, mais tu as été sympa, tu nous as lâché quelques alphas avec justement l'intégration d'une solution de pré-comptabilité bientôt. Et Oui. ça fait sens parce que justement, c'est ce que j'allais te poser comme question, c'est quoi un peu les next steps? Est-ce que, bah, comme le propose justement d'autres solutions de crypto-comptabilité, est-ce que bah, un jour ou dans les prochaines semaines, mois, années à venir, vous vous dites, bah, en plus de cette solution de pré-comptabilité, est-ce que bah, on se plug pas, par exemple, avec Pennylen, on se plug pas avec bah, MyUnisoft ou d'autres logiciels de compta français, voire internationaux, et bim, en fait, les transactions justement entre la pré-comptabilité, j'imagine qu'à terme, cette partie pré-comptabilité, elle va être nativement intégrée sur Request et qu'elle sera presque invisible pour ceux qui manipulent. J'imagine qu'il y aura également une interface pour l'expert comptable pour qu'il puisse venir récupérer des informations qu'il a besoin pour son client. Et derrière, bah, faciliter encore plus cette partie compta. Et ça tombe bien que tu nous parles aussi de Web3 CFO. Je te laisse présenter ce club qui est juste une mine d'or pour ceux qui ne connaissent pas. Pour les perspectives d'avenir de Request, effectivement, euh, l'idée d'intégrer un outil de pré-comptabilité dans Request va permettre à chaque expert comptable, commissaire au compte, n'importe quel logiciel comptable, de se connecter à Request afin d'aspirer toutes les données du monde du Web3, Mm. agréger ces données Web3 avec les données qui viennent, elles, du système bancaire, de façon à pouvoir avoir euh, tous les comptes de résultats et bilans des entreprises sur la base de toutes ces activités réconciliées au sein d'un même logiciel Ah, comptable. Donc en France, par exemple, tu mentionnais Penny Lane, c'en est un. On a Xero et QuickBooks qui sont des logiciels à dimension plus internationale. On a Primavera au Portugal. Donc tous ces logiciels-là de comptabilité locale, même GIT en Suisse,
vont pouvoir bénéficier de ce flux d'informations Web3 afin de tenir une comptabilité propre, même Ok. si les clients ont des opérations Web3. Ça, c'est le point. Juste un mot sur le Web3 CFO Club. Le Web3 CFO Club, c'est la communauté de tous les experts du Web3. Alors, pour le moment, c'est que des directeurs financiers d'entreprises du Web3. Et petit à petit, on va intégrer des professionnels dans le cadre de partenariats, cabinets comptables, cabinets d'audit et de conseil, euh, et puis quelques protocoles sérieux, partenaires technologiques comme Ledger Entreprise par exemple. Ok. Euh, donc aujourd'hui, c'est vraiment la communauté où les gens, donc aujourd'hui, c'est quand même 700 directeurs financiers de l'industrie qui partagent des bonnes pratiques sur la comptabilité, la gestion, la conformité, les régulations, le recrutement, et puis toutes les bonnes pratiques d'entreprise et même des fois des tips sur est-ce que quelqu'un connaîtrait une fiduciaire à Singapour ou en Suisse parce que je veux ouvrir un bureau et j'ai besoin de, si quelqu'un connaît une bonne fiduciaire. Donc en fait, c'est de l'échange de bons procédés et de l'échange de connaissances. C'est une communauté qui marche très bien, c'est très sérieux, euh, et c'est une communauté qui organise aussi à chaque grosse conférence blockchain des événements à part. Donc l'été dernier, on a fait des choses Laetitia, avec Paris. oui, à ETSC Paris, exactement. On a fait des choses avec des cabinets d'audit, on a fait des choses avec des partenaires technologiques. C'est toujours des grands noms de l'industrie. Et en fait, c'est jamais des énormes événements avec 300 personnes, c'est toujours 30, 40, 50, 60 personnes, mais Ok. professionnelles. Donc il y a des avocats, des comptables, des experts comptables, des auditeurs. Et tout le monde se parle et ça, les sujets sont essentiellement liés à la finance pure et dure, finance traditionnelle, finance Web 3 et la conjonction des deux. En gros, c'est toujours, ça tourne toujours autour de ces mêmes sujets et c'est jamais lassant parce qu'à chaque fois, tous les 3 mois, à chaque fois qu'on se voit, il y a Ouais. toujours un truc, quelque chose de nouveau. Bah, du coup, tu me fais une belle passe parce que ma next question, c'était bah, que justement dirais-tu à un CFO ou un expert comptable qui nous écoute et qui hésite encore à franchir le pas du Web3? Ouais. Alors, celui qui hésite, alors il y a de l'accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des cabinets, des Big Four qui font l'accompagnement très bien. Euh, PricewaterhouseCoopers à Paris est super compétent, Deloitte est super compétent, KPMG, super compétent aussi par exemple, EY aussi. Enfin, tous ces gens-là commencent à avoir une bonne vision en termes de conseils sur euh, comment conseiller une entreprise ou un directeur financier qui veut se lancer dans ces opérations. Mazar aussi a des personnes très bien. Une fois qu'ils ont reçu le conseil, le rôle de ces cabinets de conseil, c'est aussi de recommander des outils pour la mise en œuvre. Donc en France, on a des stablecoins, hein, on a du Angle, on a beaucoup de partenaires, on a des partenaires de staking en France, on a Kill, enfin, on a des choses super. On a des market makers, enfin, on a beaucoup de gens qui tiennent la route. Donc, tous ces acteurs techniques ou technologiques, eux sont ensuite ceux qui font partie de la solution qui est réfléchie par le cabinet de conseil dans le cadre du livrable pour cette entreprise. Et puis après, il y a tous les professionnels comme Odell, par exemple, pour tout le côté, si jamais vous faites des opérations en crypto, on vous aidera à les rentrer dans votre comptabilité et ainsi de suite. Donc je pense qu'en France, on maîtrise à peu près toute la chaîne de valeur sur le custody avec des partenaires comme Ledger, sur la gestion du quotidien, sur euh, tout ce qui est
facturation ou décaissement, encaissement en crypto avec Request. Ouais. On a la pré-comptabilité, on a la comptabilité et on a même l'audit. Parce qu'au bout de la boucle, les Ouais. cabinets de conseil qui vous ont conseillé au début sont parfois vos auditeurs. Donc la boucle est pas mal bouclée. Et puis après, il ne faut pas hésiter à rejoindre ce genre de communauté type Web3 CFO Club. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter en direct, Ouais. même si nous, on n'est qu'un petit maillon de la chaîne. On a quand même une vision globale sur tous les acteurs du marché. Donc, on saura aussi conseiller, on va dire, les personnes qui se lancent. Ce sera le mot de la fin. Merci encore Christophe d'avoir pris le temps de partager avec nous ton savoir et ta passion du Web3. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle démo. Merci à tous. Au revoir. Merci.